Ce type a tué plus de 200 personnes en l'espace de 10 ans. Celui-ci a été arrêté avec 26 corps cachés sous sa maison, et celui-là avait un cœur humain dans sa poêle à frire. Cette vidéo contient une liste de choses terrifiantes qui ont été récemment découvertes sur certains tueurs en série célèbres. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer est un tueur en série dont on se souviendra toujours pour les actes les plus terrifiants qu'il a commis à la fin des années 90 et au début des années 90, en assassinant environ 17 jeunes hommes et garçons en l'espace de 13 ans. Toutefois, un nouveau documentaire a récemment mis en lumière des aspects de la vie de Dahmer et de ses victimes qui avaient été négligés jusqu'à présent. L'une des révélations choquantes est que nombre de ses victimes fréquentaient assidûment les bars gays, en particulier à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le documentaire montre comment Dahmer charmait ses victimes, leur offrant souvent de l'argent en échange de photos ou d'un rendez-vous dans son appartement, où il finissait par les tuer. Dans une autre révélation choquante, un homme qui vivait dans le même immeuble que Jeffrey Dahmer a raconté le choc et l'incrédulité qui ont envahi la communauté lorsqu'elle a appris l'horrible vérité sur son voisin. L'homme, nommé Bass, a fait part de son expérience dans un documentaire sur les crimes de Dahmer, déclarant le profond sentiment de trahison que lui et d'autres personnes de l'immeuble ont ressenti lorsqu'ils ont appris les actes de Dahmer. Selon M. Bass, il n'avait aucune idée du degré d'inhumanité qui se produisait juste en face de l'endroit où il vivait. Il a également déclaré que Dahmer avait eu un comportement inquiétant avant même que l'étendue de ses crimes ne soit connue. Dans ses commentaires, Bass a mentionné qu'une odeur nauséabonde avait envahi le bâtiment quelques jours avant l'arrestation. Une odeur dont on a découvert plus tard qu'elle provenait des corps en décomposition des victimes de Dahmer. Tout comme dans le cas de Dahmer, les experts ont également découvert des faits assez troublants sur un autre tueur en série célèbre, Ted Bundy. Ted Bundy reste l'un des tueurs en série les plus populaires d'Amérique, ayant brutalement assassiné au moins 20 jeunes femmes et jeunes filles à travers les États-Unis entre 1974 et 1978. Lorsque la police l'a appréhendé en 1978, Bundy avait avoué 36 meurtres. Toutefois, certains experts estiment que ce chiffre ne fait qu'effleurer le nombre réel de ses victimes. Le criminologue Matt Delisi, par exemple, affirme que Bundy pourrait avoir tué bien plus que le nombre officiellement reconnu. Dans son livre intitulé « Ted Bundy and the Unsolved Murder Epidemic », Delisi affirme que Bundy a probablement assassiné plus de 100 personnes et qu'il a commencé sa folie meurtrière bien plus tôt, peut-être dès l'adolescence. La recherche de M. Delisi explore également la manière dont Bundy, comme de nombreux tueurs en série de son époque, a pu bénéficier de lacunes systémiques dans l'application de la loi, en citant la forte augmentation des meurtres non résolus entre 1960 et le début du XXIe siècle. Il a indiqué que les services répressifs de l'époque manquaient non seulement d'outils technologiques tels que les preuves ADN, mais aussi de l'infrastructure nécessaire pour traiter de tels crimes. La capacité de Bundy à mener une double vie n'a cessé de déconcerter le public et les experts, beaucoup se demandant comment un étudiant en droit, à l'image irréprochable, à la carrière politique florissante et même à la relation à long terme, pouvait commettre des actes aussi odieux sans éveiller les soupçons. Alors que la plupart des tueurs en série montrent des signes d'instabilité ou de comportement criminel, Bundy a réussi à maintenir une bonne image à l'extérieur. Contrairement à Bundy, dont l'identité est connue de beaucoup, il y a eu au 19e siècle un tueur en série notoire qui a commis plusieurs atrocités, dont beaucoup sont encore découvertes aujourd'hui. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est responsable des meurtres brutaux d'au moins 5 femmes au 19e siècle. Ses actes et ses crimes se caractérisaient par une obscurité effrayante, la seule chose qui terrifiait les gens. Cependant, alors que Jack l'Éventreur a longtemps été caché dans l'ombre, les autorités viennent de révéler qu'elles ont peut-être enfin dévoilé le visage du tueur en série. Dans un événement qui semblait plutôt incroyable, une tête sculptée, censée être l'image du célèbre meurtrier, a récemment été découverte. L'image sculptée, qui repose sur le manche d'une canne, a soulevé de nombreuses questions, les autorités affirmant qu'il s'agit du vrai visage du célèbre tueur en série. La canne, qui porte désormais le visage sculpté de Jack l'Éventreur, a appartenu à un détective londonien qui a passé des années à traquer le tueur. Pendant de nombreuses années, le bâton a été conservé au collège de police de Bramshill, dans le Hampshire, mais on craignait qu'il ne soit perdu lorsque l'institution a fermé ses portes en 2015. Cependant, un employé du siège du College of Policing dans les West Midlands a récemment redécouvert l'artefact et l'a remis aux autorités qui en ont fait un objet symbolique de l'histoire de Jack l'Éventreur. Mais ce n'est pas tout. Alors que l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère, un événement récent a ravivé l'intérêt du public pour l'affaire. Un dossier de police relatif à l'enquête a été rendu public après 136 ans. Selon les rapports, l'une des pièces les plus intrigantes du dossier est une photographie de Michael Ostrog, l'un des premiers suspects dans ces affaires.
Le dossier contenait également une rare copie de la célèbre carte postale Saucy Jack, qui aurait été envoyée à la police par le tueur lui-même. Cette carte postale provocatrice, ainsi que la lettre inquiétante envoyée par Jack l'Éventreur, ont toutes deux constitué des messages forts à l'intention des forces de l'ordre. Le tueur s'y vantait de ses crimes et menaçait même de couper les oreilles de sa victime. Bien que la véritable identité de Jack l'Éventreur reste inconnue, la police a réussi à élucider l'identité d'un autre célèbre tueur en série. Le tueur du Zodiac. Le tueur du Zodiac est un autre nom qui a choqué le monde entier. Cependant, de manière surprenante, une équipe d'enquêteurs connue sous le nom de Case Breakers aurait découvert la véritable identité du tueur en série. Le tueur du Zodiac était connu pour ses attaques brutales, dont le meurtre de Darlene Ferrin et les blessures infligées à Mike Mageau. Mageau a survécu à l'agression et a pu fournir aux autorités une description du Zodiac, le décrivant comme un homme blanc âgé d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, de corpulence trapue et aux cheveux bruns. Mais malgré ce témoignage crucial, les enquêteurs n'ont pas pu progresser de manière significative dans l'affaire, laissant l'identité du Zodiac comme un mystère pendant des années. Heureusement, les Casebreakers affirment aujourd'hui que le tueur n'est autre que le dénommé Gary Francis Post. Les enquêteurs ont établi un lien entre Post et l'un des précédents meurtres présumés du Zodiac, notamment celui de Cherry Jo Bates, une jeune femme tuée à Riverside en 1966. Selon les Casebreakers, le Zodiac a envoyé une lettre dans laquelle il avoue le meurtre de Bates et l'apparence physique de Post, notamment les cicatrices distinctives qu'il porte sur le front, ressemble étrangement au portrait robot du Zodiac réalisé par la police. Une équipe internationale de cryptographes a réussi à décoder l'un des messages choquants du Zodiac. Dans un livre blanc publié récemment, l'équipe a détaillé les efforts considérables déployés pour résoudre le code de 340 caractères, souvent appelé Z340, qui a été publié pour la première fois dans les journaux le 12 novembre 1969. Depuis plus de 5 décennies, les cryptographes amateurs et professionnels s'efforcent de déchiffrer ce code particulier. Cependant, une équipe dirigée par des cryptographes a récemment annoncé qu'elle avait réussi à déchiffrer le message codé du Zodiac. Selon leur conclusion, le message ne révélait pas l'identité du tueur, mais constituait plutôt une réponse moqueuse à la peur et à la fascination croissante du public pour l'affaire. Il a écrit « J'espère que vous vous amusez beaucoup en essayant de m'attraper ». Le tueur du Zodiac a également affirmé qu'il n'avait peur ni de la fameuse chambre à gaz de la prison, ni de la mort elle-même. Bien que les Casebreakers aient identifié Gary Francis Post comme étant le tueur du Zodiac, le FBI continue de garder l'affaire ouverte, tout comme il l'a fait pour le prochain tueur en série. Et ce qu'ils ont trouvé est choquant. Ed Gein. En novembre 1957, Ed Gein, le redoutable tueur en série des années 90, a été arrêté dans la petite ville désolée de Plainfield, dans le Wisconsin, après que les autorités eurent fait une horrible découverte à son domicile. La maison et le hangar à bois de Gein étaient remplis de trouvailles effrayantes. Des objets tels que des têtes humaines, des meubles, des lampes et des tasses fabriquées à partir de peaux et de crânes humains, ainsi que des masques fabriqués à partir de visages humains. Le plus horrible de tous est le corps de Bernice Worden, une femme de la région qui avait été portée disparue. Le corps de Worden a été retrouvé pendu dans le hangar à bois de Gein, démembré et mutilé. La scène choquante comprenait également un cœur dans une poêle à frire et une ceinture faite de tétons humains, ce qui ajoutait à la terreur de ce que les autorités avaient découvert. Ed Gein était un tueur en série notoire, ce qui rend la récente découverte par des agents de sécurité encore plus choquante. Une étude récente intitulée « The Lost Tapes of Ed Gein » a donné des indications effrayantes sur l'état d'esprit du tueur en série, qui était célèbre sous le nom de Boucher Fou. Cette collection de cassettes audio, découverte des dizaines d'années après l'arrestation de Gein, contient des conversations avec Gein lui-même. Dans un premier temps, le juge qui a statué sur l'affaire ne savait pas quoi faire des bandes et les a laissées dans son coffre-fort. Mais d'une manière ou d'une autre, elles se sont retrouvées dans un coffre-fort. Pendant des années, les bandes sont restées cachées, mais après la mort du juge, sa famille a décidé que ces enregistrements avaient une importance historique et devaient être rendus publics. Tout comme le nom d'Ed Gein est lié à certains des chapitres les plus sombres de l'histoire du crime, de nouvelles découvertes viennent de révéler que cet autre tueur en série notoire a eu un impact similaire. La traque nocturne. La série de crimes de Richard Ramirez a commencé en 1984, bien qu'il n'ait pas été immédiatement évident que la violence dans la région était liée à une seule personne. Les premières attaques du harceleur nocturne étaient assez aléatoires et ne présentèrent pas de caractéristiques raciales, sexo-spécifiques ou socio-économiques claires. Il s'introduisait dans les maisons en pleine nuit, assassinait ou agressait ses victimes. Après chaque attaque, il laissait derrière lui un sentiment de terreur qui choquait toute la ville. Dans un premier temps, la police a eu du mal à établir des liens. Les attaques étant aléatoires et les victimes diverses, le tueur était donc imprévisible.
Cependant, lorsque la police a commencé à examiner de plus près les scènes de crime, des éléments de preuve importants ont commencé à apparaître. Par exemple, Ramirez avait laissé derrière lui des empreintes de chaussures. Sur plusieurs scènes de crime, les enquêteurs ont trouvé des empreintes identiques provenant d'un type de chaussure rare, la chaussure Avia. Sur l'une des scènes, une empreinte de chaussure a été laissée dans du sang, tandis que sur une autre, elle a été trouvée dans de la terre meuble à l'extérieur de la maison de la victime. Cette découverte était cruciale, car elle permettait de relier plusieurs des crimes au même individu. En fin de compte, l'empreinte de la chaussure s'est avérée être l'un des principaux éléments de preuve médico-légale permettant de relier Ramirez au meurtre. Récemment, une liste des nombreuses victimes du harceleur nocturne a fait surface, et tout comme ce prochain tueur en série, elles étaient particulièrement horribles. Gary Ridgway. Si vous avez entendu parler du harceleur nocturne, il y a de fortes chances que vous ayez également entendu parler du tueur de la Rivière Verte qui a terrorisé la région de Seattle dans les années 1980 et 1980. Gary Ridgway, plus connu sous le nom de tueur de la Rivière Verte, était connu pour s'en prendre aux filles et aux jeunes femmes qui se trouvaient souvent dans des situations vulnérables. Récemment, la police a découvert l'identité de sa dernière victime connue. La dernière dépouille connue, liée au tueur en série, a été identifiée comme appartenant à une adolescente qui était auparavant connue pour être l'une des victimes du tueur. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait des restes de Tammy Lyles, une jeune fille de 16 ans originaire d'Everett, dans l'État de Washington, au nord de Seattle. Selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de King, Lyles avait déjà été identifiée grâce à une autre série de restes partiels, précédemment appelée l'affaire Bones 20. Bien que Ridgway ait longtemps été considéré comme un suspect dans ces meurtres, ce n'est qu'en 2001 que les progrès technologiques en matière d'analyse ADN ont permis aux détectives de le relier de manière concluante à plusieurs victimes. En septembre, Gary Ridgway a été transféré à la surprise générale dans une prison locale de Seattle. Depuis son arrestation en 2001, Ridgway purge 49 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle au pénitencier de l'État de Washington à Walla Walla. Cependant, il a été transféré à la prison du comté de King. Bien que les raisons du retour de Ridgway à la prison du comté de King ne soient pas claires, son transfert a suscité des spéculations parmi le public et les médias. Bien que l'évolution de l'affaire Ridges ne soit pas claire, les forces de l'ordre continuent de chercher des réponses aux nombreux mystères qui l'entourent. Il en va de même pour l'éventreur du Yorkshire, dont les crimes sombres ont refait surface. Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire. La traque du tueur en série Peter Sutcliffe a été l'une des plus vastes jamais entreprises par une force de police britannique. Malgré une vaste enquête policière impliquant des milliers d'agents, plus de 2,5 millions d'heures de dépouillement de documents et le recueil de 30 000 déclarations, les autorités n'ont pas réussi à appréhender Peter Sutcliffe pendant près de 6 ans. De 1975 à 1981, Sutcliffe, connu sous le nom d'éventreur du Yorkshire, a assassiné 13 femmes et en a agressé plusieurs autres, tout en échappant à la capture malgré de nombreuses occasions manquées. Malheureusement, tout au long de cette période, la police a négligé des indices cruciaux, n'a pas tenu compte de preuves essentielles et a été induite en erreur par de fausses pistes, ce qui a fait dérailler l'enquête pendant des années. La série de meurtres de Peter Sutcliffe a commencé le 30 octobre 1975 avec l'assassinat brutal de Wilma McCann, qu'il a brutalisé à l'aide d'un marteau et poignardé à de multiples reprises. Il a également tué des prostituées et a entamé une série de meurtres qui ont mis fin à la vie de 7 jeunes femmes dans le nord de l'Angleterre. Entre février 1977 et mai 1978, dont beaucoup ont été horriblement mutilés après leur mort. L'enquête sur l'éventreur du Yorkshire a été l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire britannique. On dit que les enquêteurs ont interrogé plus de 250 000 personnes et fouillé des milliers de maisons dans leur quête pour attraper le tueur. En fait, il est surprenant de constater que Sutcliffe a été interrogé 9 fois par les détectives au cours de l'enquête, mais qu'il a réussi à convaincre la police qu'il n'était pas impliqué. Lorsque Peter Sutcliffe a finalement été condamné, il avait tué 13 femmes, soit bien plus que Jack l'Éventreur. Si l'histoire de l'éventreur du Yorkshire est particulièrement effrayante, des découvertes récentes ont montré que le tueur en série suivant assassinait ses victimes de manière encore plus cruelle. BTK, Bend, Torture, Kill. Dennis Rader, le tueur en série connu sous le nom de BTK, a récemment été associé à une affaire non résolue concernant la disparition mystérieuse d'une jeune fille de 16 ans, Cynthia Kinney, dont on ne sait toujours pas où elle se trouve depuis qu'elle a disparu il y a plusieurs dizaines d'années. Entre 1974 et 1991, Rader a assassiné au moins 10 personnes à Wichita et Park City, au Kansas. Il a finalement été appréhendé 13 ans plus tard, après avoir envoyé une disquette contenant des données traçables, ce qui a conduit les autorités à l'identifier comme le célèbre tueur BTK.
Bien qu'au départ, les autorités n'aient pas pu établir de lien particulier entre Raider et la disparition de Cynthia Kinney, un shérif local affirme qu'elles sont maintenant plus près d'établir un lien potentiel entre Raider et la disparition de Kinney. De manière surprenante, Kerry Rawson, le fils de Radar, a également déclaré qu'il ne pensait pas que les autorités devaient cesser d'enquêter pour savoir si son père avait tué plus de personnes qu'elles n'en savaient déjà. D'une certaine manière, cette déclaration montre qu'il y a peut-être d'autres découvertes à faire. Une autre découverte choquante a été faite dans un cas similaire. David Berkowitz, son of Sam. Connu sous le nom des Fils de Sam, David Berkowitz a dirigé les événements du terrifiant été 1977. Toutefois, une publication récente, largement inspirée des travaux de feu l'enquêteur Maury Terry, affirme que David Berkowitz n'a peut-être pas agi seul. Maury Terry est un enquêteur dont le scepticisme initial à l'égard de cette affaire l'a conduit à une quête obsessionnelle des faits et de la vérité. Terry est décédé à l'âge de 69 ans en 2015. Toutefois, avant sa mort, il a remis en question le récit officiel fourni par la police de New York, qui avait subi une forte pression de la part de l'opinion publique pour appréhender rapidement le tueur et clore l'affaire. Ces doutes étaient particulièrement alimentés par des incohérences et des pistes non explorées, qui, selon lui, indiquaient l'implication d'autres personnes dans l'affaire Berkowitz. La théorie de Terry est devenue plus populaire lorsque Berkowitz lui-même a affirmé qu'il n'avait pas agi seul. Selon le tueur en série, il faisait partie d'un culte satanique et avait commis les meurtres en collaboration avec d'autres. Cependant, malgré ces affirmations, la position officielle des forces de l'ordre est restée inchangée. Elles ont maintenu que Berkowitz était le seul auteur des crimes odieux qui ont terrorisé la ville de New York au cours de l'été 1977. En l'état actuel des choses, l'affaire Berkowitz n'est peut-être pas aussi close qu'il n'y paraît, ce qui laisse subsister des questions sur l'étendue de son implication et sur le rôle potentiel d'autres personnes. Les autorités ont également fait une découverte similaire dans le cas du prochain tueur en série, Albert Fish. Albert Fish a été arrêté à l'issue d'une longue enquête sur son implication dans le crime organisé, les chefs d'accusation allant du cambriolage et de l'extorsion au trafic de stupéfiants. Au moment de son arrestation, les autorités pensaient avoir capturé un dangereux tueur en série, responsable de la mise en scène et de l'exécution d'une série de crimes très médiatisés. En fait, son arrestation est une victoire pour les forces de l'ordre, qui ont passé des mois à suivre ses mouvements et à rassembler suffisamment de preuves pour le placer en garde à vue. Au début, il semblait que son arrestation marquerait la fin d'une importante opération criminelle. Cependant, personne ne s'attendait à ce que cette arrestation soit le catalyseur de la mise au jour d'un réseau d'activités illégales encore plus vaste. L'arrestation de Fish a incité les enquêteurs à rouvrir plusieurs affaires non résolues et, grâce à ces nouvelles pistes, une révélation troublante a commencé à émerger. La première découverte est qu'Albert Fish n'était peut-être pas le seul à être impliqué dans tous ces crimes. En outre, après l'arrestation du tueur en série, la police a découvert un certain nombre d'autres crimes qui ont laissé les forces de l'ordre et le public stupéfaits. L'une des principales découvertes a été l'implication de Fish dans des réseaux de trafic d'êtres humains. Les enquêteurs ont découvert qu'en plus de ses autres activités illégales, Fish avait coordonné l'enlèvement et l'exploitation de personnes vulnérables, dont beaucoup avaient disparu depuis des années. À la surprise générale, une nouvelle lettre d'Albert Fish a récemment fait surface, dans laquelle il évoque des événements tragiques survenus à Hong Kong en 1894. Toutefois, compte tenu de sa réputation, plusieurs personnes ont mis en doute le contenu de cette lettre. Le diable de la Ville Blanche est un autre personnage qui a eu une réputation aussi terrible. Ce que l'on a récemment découvert à son sujet va vous effrayer. H. Holmes. L'histoire de H. Holmes, souvent considéré comme le premier tueur en série d'Amérique, fascine et horrifie les gens depuis plus d'un siècle. Holmes, connu pour ses crimes à la fin du 19e siècle, a été exécuté par pendaison en 1896 pour le meurtre d'un proche collaborateur, Benjamin Pitezel. Il a ensuite été enterré dans une tombe anonyme à Philadelphie. Cependant, depuis des décennies, des rumeurs et des spéculations circulent sur la question de savoir si le corps enterré dans la tombe appartenait vraiment à Holmes ou s'il avait échappé à son destin d'une manière ou d'une autre. Ces spéculations ont incité les autorités à prendre des mesures, ce qui a conduit à l'exhumation de la tombe pour révéler la véritable identité du corps qui y était enterré. La procédure d'exhumation a été compliquée par le fait que Holmes avait demandé à être enterré dans un cercueil en ciment, apparemment par crainte que des pilleurs de tombes ne volent son corps. Cependant, ironiquement, sa demande semble avoir contribué à la préservation de sa dépouille, permettant ainsi à l'Union européenne d'avoir accès à l'ensemble de la population de l'Europe, pour des tests plus précis, bien qu'il ait été enterré pendant plus d'un siècle. L'analyse médico-légale a révélé que les restes trouvés dans la tombe correspondaient effectivement aux caractéristiques physiques de Holmes. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis son enterrement,
Le corps était remarquablement bien conservé, en particulier le crâne. Cela a permis aux enquêteurs de disposer de suffisamment de marqueurs physiques pour affirmer que le corps dans la tombe était bien celui de Holmes. H.H. Holmes était l'un des tueurs en série les plus redoutés de tous les temps. En fait, on dit qu'il avait construit un château du meurtre à Chicago, où il aurait attiré et tué ses victimes. Mais ce n'est même pas la partie la plus effrayante. Selon les rapports, une méthode beaucoup plus brutale a été utilisée par un autre tueur en série dans les années 1970, John Wayne Gacy. Après avoir fait des ravages dans les années 1970, John Wayne Gacy a été condamné pour avoir assassiné plus de 33 victimes. Cependant, selon l'avocate de sa défense, Karen Conti, Gacy n'a probablement pas agi seul, et le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Conti, qui a représenté Gacy lors de ses derniers appels dans le couloir de la mort, a déclaré qu'il pourrait y avoir d'autres victimes dont les cas n'ont pas été élucidés, au-delà des 33 meurtres pour lesquels Gacy a été condamné. Selon Madame Conti, il pourrait y avoir au moins 20 autres victimes de la folie meurtrière de Gacy, en particulier dans des endroits situés en dehors des zones suburbaines où il était actif. Elle a également suggéré que ces meurtres supplémentaires pourraient avoir eu lieu dans les régions rurales où Gacy se rendait pour son travail, loin de l'intervention des forces de l'ordre locales. Autre révélation choquante, les autorités de l'Illinois ont récemment identifié une autre victime de Gacy, Francis Wayne Alexander. Les restes d'Alexander ont été découverts parmi 26 dépouilles que la police a exhumées dans le vide sanitaire situé sous la maison de Gacy, dans la banlieue de Chicago. Outre les corps retrouvés à son domicile, les autorités ont également découvert 3 autres victimes enterrées sur la propriété de Gacy et 4 autres dans des cours d'eau au sud de la ville, où Gacy a admis s'être débarrassé de leurs corps. Bien que les atrocités commises par Gacy soient effrayantes, elles ne sont rien comparées à ce que l'on a découvert sur cette autre personne. Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito est considéré comme le tueur en série le plus meurtrier de Colombie. Entre le début des années 1990 et 1999, Garavito a avoué les meurtres brutaux de plus de 140 enfants, bien que les autorités soupçonnent que le nombre de ses victimes pourrait être beaucoup plus élevé, atteignant potentiellement plus de 200. Son règne de terreur en Colombie a laissé une cicatrice durable sur la nation, tant par l'ampleur de ses crimes que par les méthodes inquiétantes qu'il a utilisées pour attirer, torturer et tuer ses victimes. Les victimes préférées de Garavito étaient des garçons, souvent âgés de 6 à 16 ans, issus de communautés pauvres ou marginalisées. Il ciblait les enfants vulnérables, qui étaient souvent des vendeurs de rue, des fugueurs ou des orphelins, et utilisait leur situation désespérée à son avantage. Dans une publication récente, des experts ont révélé certaines des étranges particularités du tueur en série, Luis Alfredo Garavito. Selon eux, la particularité des opérations de Garavito réside dans le degré de préméditation et de planification de chacun des crimes qu'il a commis. Il choisissait soigneusement ses victimes, repérait les lieux où il pouvait commettre ses atrocités dans l'isolement et apportait même une trousse à outils comprenant des cordes, des couteaux et d'autres instruments de torture. Le simple fait qu'il ait pu poursuivre sa série de meurtres sans être détecté pendant si longtemps montre à quel point sa planification et son exécution étaient calculées. Alors que Garavito a dû faire face aux conséquences de ses actes, un tueur en série s'en est tiré de la manière la plus inhabituelle qui soit. Pedro Alonso López. Pedro Alonso López, plus connu sous le nom de Monstre des Andes, a été responsable de la mort horrible de plus de 300 jeunes filles en Colombie, au Pérou et en Équateur, un règne de terreur qui a fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques au monde. La folie meurtrière de López s'est déroulée à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Mais ce n'est qu'à la fin de l'année 1980 que l'ampleur de ses crimes a été révélée après son arrestation. López a avoué les meurtres de plus de 300 jeunes filles, et les autorités ont pu confirmer au moins 110 de ces décès. Cependant, ce qui rend l'histoire de López encore plus troublante, ce n'est pas seulement l'ampleur de ses crimes, mais aussi le rebondissement choquant de sa disparition. En 1998, López est sorti d'un établissement psychiatrique en Colombie et n'a plus jamais été revu. Compte tenu de l'ampleur de ses crimes, beaucoup s'attendraient à ce que López soit condamné à la prison à vie, voire à la peine de mort. Toutefois, les systèmes juridiques de l'Équateur, du Pérou et de la Colombie ne disposaient pas, à l'époque, des infrastructures nécessaires pour faire face à une personne d'une telle envergure. En fait, en Équateur, où il a été reconnu coupable de 110 meurtres, López n'a été condamné qu'à 16 ans de prison, une peine qui a choqué le monde entier et qui a été considérée par beaucoup comme un échec de la justice, en particulier au vu de l'ampleur des atrocités qu'il a commises. Si López semble s'en être sorti, il n'en va pas de même pour l'éventreur rouge, que les autorités viennent de relier à de terrifiantes découvertes. Andrei Chikatilo.
l'éventreur rouge. Les actes odieux d'Andrei Chikatilo ont choqué non seulement l'Union soviétique dans les années 90 et au début des années 99, mais aussi le monde entier. Pendant plus d'une décennie, Chikatilo a terrorisé la région, assassinant sans pitié au moins 52 personnes, pour la plupart des enfants et des jeunes femmes. Ce qui a rendu ces crimes particulièrement horribles, c'est la violence inimaginable qu'il a infligée à ses victimes, y compris des actes de mutilation sexuelle et, fait troublant, des allégations et des découvertes selon lesquelles il aurait mangé des parties de leurs cadavres. La série de meurtres de Chikatilo a commencé en 1978 lorsqu'il a attiré une fillette de 9 ans dans un endroit isolé et l'a assassinée. Au cours des années suivantes, Chikatilo s'est attaqué aux membres les plus vulnérables de la société, les enfants, les fugueurs et les jeunes femmes. Ces victimes étaient souvent attirées par des promesses de nourriture ou d'argent, emmenées dans des endroits isolés, puis soumises à des actes de violence brutaux. Ce qui distinguait Chikatilo des autres tueurs était la méthode extrême avec laquelle il tuait ses victimes. Il poignardait ou tailladait ses victimes à plusieurs reprises, visant souvent les yeux et même les parties génitales. Plus le crime était violent, plus il semblait en retirer de la satisfaction. Bien que Chikatilo ait initialement nié bon nombre de ces allégations, les preuves médico-légales et les témoignages des personnes impliquées dans l'affaire suggèrent le contraire. En outre, au cours de l'enquête, les autorités ont découvert des marques de morsures sur plusieurs de ses victimes et il est apparu clairement que Chikatilo avait, à tout le moins, abusé et même mâché certaines parties de leur corps. Tout comme Chikatilo, un autre tueur en série a assassiné et molesté ses victimes de manière très horrible, dont certaines ont été récemment révélées. Elisabeth Báthory. La comtesse Elisabeth Báthory aurait été la tueuse en série la plus prolifique de tous les temps, accusée d'avoir tué plus de 600 jeunes femmes. Le folklore populaire la dépeint même comme une tortionnaire qui se baignait dans le sang de vierge pour préserver sa jeunesse. Cependant, alors qu'il existe plusieurs récits sur les débuts de la vie de Báthory, un utilisateur de Reddit a récemment publié un article choquant sur la véritable identité de l'innombrable. L'internaute a écrit « Elisabeth Báthory était-elle une tueuse en série ou son procès était-il un complot pour que l'empereur ne paie pas ses dettes ?» Ce billet donne un aperçu très choquant de la véritable personnalité d'Elisabeth Báthory et met en lumière un aspect essentiel de sa vie que la plupart des gens négligent. Elisabeth Báthory est née en 1560. À l'âge de 10 ans, elle est fiancée à Ferenc Nadasdy. Cependant, entre 1602 et 1604, les rumeurs sur le comportement cruel de Báthory se multiplient. La situation devient si grave que le roi Mathias II prend des mesures officielles et charge 2 notaires d'enquêter sur les allégations portées contre elle. Et ce qu'ils découvrent provoque une onde de choc à la cour. Les notaires ont révélé que Báthory avait enlevé des jeunes filles, dont certaines n'avaient pas plus de 10 ans, et les avait soumises à de violents passages à tabac, à des mutilations et à la torture. Les victimes auraient subi des châtiments cruels et inhabituels avant de mourir, souvent de froid ou de faim. Ces découvertes étaient particulièrement effrayantes, d'autant plus que la cruauté de Báthory causait de graves dommages, même à des enfants. Que pensez-vous de ces découvertes récentes et choquantes? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Et si vous souhaitez regarder d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur la carte suivante sur votre écran.